I'm sorry. I've been crying since I woke up this morning. I'm sorry. I need a minute. Okay, so I woke up this morning to a very heated argument with my African Nigerian mother about the trauma that she put me through. About the trauma that she and my dad put me through. How they used to beat the shit out of me as kids. And I'm going to the gym right now because I need to take all this energy off. I already used my Florida water this morning, but I'm just like, I'm so traumatized because they fucked my life up. They treated me like an adult when I was a child. I took care of my siblings. I took them to school. I bathed them. I raised my siblings as of like 10 years old, because as of 9 years old, I was back home. I was taking them to school. I was feeding them. And now I was trying to tell her the things that she did to me and how she ruined my life, and how I can't have a regular relationship with anybody. Like, my relationship is fucked up because my trauma keeps popping up in there and I keep projecting it on them, and it just fucked them up. And I was trying to talk to her today because she did the same thing to my sister. And I told my mother, I said, Mom, the way you're going about this thing, you're gonna lose this girl. She's gonna leave the house, and the same shit she did to me when I left home at 17, you're gonna do it to this girl. And she was like, well, if I didn't do that to you when you were a child, are you gonna be the way you are right now? I was like, Mom, are you serious right now? You traumatized me. You fucked up my life. My dad used to beat me. Like, he wouldn't stop beating me until there was blood on my body. Like, until he saw that I was bleeding. And now she wants me to call him and talk to him and kiki with him. And I'm telling her it can't be possible. And she's asking me to forgive. I have forgiven, but I would never forget because you fucking hurt me. And now I have to go to... Coucou, je suis Ketsom, psychologue psychothérapeute, et aujourd'hui je voulais un peu qu'on élabore sur ce sujet de la discipline dans nos groupes d'origine africaine, et pas que. On sait très bien que ça va au-delà de la culture africaine, mais bon, bref, on sait qu'on trouve ça dans beaucoup de contrées et également dans les cultures occidentales. Et donc, voilà, il s'agit donc de la discipline, voilà, à tendance un peu maltraitante. Pour certains, c'est clairement de la maltraitance, mais dans ce qu'on appelle nos communautés africaines ou d'origine africaine, on a tendance quelque part à trouver ça normal d'être battu par nos parents. On va même pas utiliser ces termes-là, hein. On s'est fait frapper, on s'est fait taper par nos parents. Alors bien sûr, pour certains, c'est ce qui s'est passé et de manière vraiment, voilà, on peut compter ça. Enfin, voilà, je vais parler pour ma propre personne. Ok, moi j'ai la chance de pouvoir compter sur les doigts d'une main combien de fois mes deux parents m'ont tapé. Ok, je me rappelle d'une fois avec mon père, et celle-ci ça m'a quelque peu choquée parce que c'était avec la ceinture, ça faisait mal. Et je considère que ce que j'avais fait ne valait pas cette souffrance-là. Donc ça m'est resté. C'est arrivé une seule fois. Ou sinon, sincèrement, pour les autres fois, une fois, je me suis pris un coup de pied parce que je suis rentrée très tard et de manière désinvolte, hein, j'étais une adolescente, et puis mon père m'a mis un coup de pied. Mais franchement, ça m'a même pas fait mal, quoi. C'était vraiment pour me dire, vas-y, elle m'énerve celle-là. Et ça m'a pas du tout laissé de trace. Par contre, je me rappelle quand même que les coups de ceinture, non, j'ai pas trouvé ça normal. Pour ce qui est de ma mère, toujours à l'adolescence, hein. Voilà, je me rappelle avoir pris 3 gifles d'affilée et franchement, je l'avais mérité. Donc,
je ne garde pas de traces, en tout cas vraiment de grosses traces traumatisantes par rapport au fait que, par rapport à la discipline corporelle de mes parents. Mais je sais que c'est monnaie courante autour de nous, hein. Donc je parle de la population afrodescendante, c'est monnaie courante. Et pour certains, franchement, quand ils vous racontent, c'est clairement de la maltraitance, ok? Et voilà, j'avais envie qu'on en discute un peu. Attention, encore une fois, je sais que les familles sont sacrées. Je vous ai aussi divulgué mon expérience avec mes parents. Je sais que voilà, les parents sont sacrés, la mère est sacrée. Mais bon, on peut quand même prendre du recul et réfléchir sur ce qui nous est arrivé et se dire ici aujourd'hui, est-ce que c'est des pratiques qu'on a envie de continuer avec nos propres enfants, hein? Et puis surtout de réfléchir sur la relation que vous avez avec vos parents aujourd'hui, donc des parents qui vous ont fait souffrir, d'accord? Donc je parle surtout pour ceux qui ont gardé ces traces de souffrance. Et donc j'ai trouvé cette vidéo sur TikTok et franchement je l'ai trouvée il y a très longtemps, je voulais en parler mais bon, j'ai pas trouvé l'opportunité, la voici. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais ou pour qui n'ont pas compris, je vais un peu relater ce que la femme nous dit. Donc c'est une jeune femme d'origine nigériane, hein, qui est dans tous ses états parce qu'elle vient de confronter sa mère ce matin et qu'elle n'arrête pas de pleurer. Donc elle a confronté sa mère par rapport à ses différents traumas vécus, donc élevés par ses deux parents. Elle nous raconte que très tôt, que ses parents avaient l'habitude de la battre, qu'elle est traumatisée à cause de son éducation reçue. Donc à partir de 10 ans, elle s'occupait de ses frères et sœurs. Elle se rappelle qu'elle les amenait à l'école, qu'elle les lavait, qu'elle leur faisait à manger. Voilà, elle a été adultifiée en tant qu'enfant. Elle a essayé d'en parler à sa maman, donc aujourd'hui, de tous ces traumas dont ses parents sont responsables. Donc elle dit qu'elle n'arrive pas à s'épanouir dans les relations intimes, car ces traumas refont surface et elle les projette sur ces personnes, donc les personnes d'intérêt dans les relations. Donc elle ajoute qu'elle a voulu en parler à sa mère, qui est en train de reproduire le même schéma avec sa petite sœur. Elle a voulu prévenir sa mère qu'elle risque de perdre sa fille, hein, que elle-même a dû partir quand elle avait 17 ans. Bon, là voilà à la maison en train de donner des conseils à sa mère. Donc finalement, est-ce qu'elle est partie? Donc la mère, comme on peut imaginer certains de nos parents africains là sans scrupules, qui suggère que si elle aujourd'hui elle en est là où elle en est là, c'est pas grâce au type d'éducation que sa mère lui a donné. Vraiment une phrase qu'on peut entendre, même si c'est pas nous qui avons vécu ça, on a une amie ou un ami qui a eu ce type de rétorque de la part de ses parents. Donc la maman est incapable d'entendre la détresse et d'accepter l'expérience de sa fille. Donc, la maman n'est pas du tout en travail de quoi que ce soit. Elle ajoute aussi que son père la battait jusqu'au sang. Et à la mère, maintenant, aujourd'hui, de jouer la médiatrice, hein, vraiment, de jouer la médiatrice pour que sa fille se rapproche de son père. Même ça, on connaît. Qu'elle a donc elle vient nous dire, cette femme-là, qu'elle a pardonné, mais qu'elle n'oubliera jamais, car ses parents-là l'ont blessée. Donc déjà, j'ai du mal à croire qu'elle a pardonné à ses parents, vu l'état dans lequel elle se retrouve aujourd'hui quand elle fait cette vidéo et quand elle nous dit qu'elle n'arrête pas de pleurer depuis ce matin. Donc cette vidéo-là, bien sûr, m'a touchée, que j'ai reconnu la culture africaine. Et quand je dis la culture africaine, j'ai pas envie, voilà, l'Afrique n'est pas un seul pays, ok, mais on se connaît, hein, pour nous, les Noirs occidentaux, qui ont été assez proches, hein, c'est-à-dire les Sénégalais, les Maliens, les Camerounais, les Congolais, voilà, peut-être les Guinéens ici en Belgique, on va dire, enfin voilà, on grandit un peu ensemble, on entend ce qui se passe dans nos cultures familiales, donc on connaît, on sait que le châtiment corporel, c'est monnaie courante. Et bien sûr, je n'oublie pas les Maghrébins. Et certains ont de la chance plus que d'autres, parce que voilà, il y a des parents qui n'utilisent pas le châtiment corporel comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une énorme raison pour que
pour que les parents utilisent le châtiment corporel. Par contre, pour d'autres, c'est monnaie courante. Et donc, voilà, ça me touche parce que, bien évidemment, j'ai ces enfants qui ont souffert de ce châtiment corporel, j'en ai en séance. Des enfants qui ont souffert de ce châtiment corporel, j'en ai en ami. Et donc, voilà, ça me touche. Et je ne veux pas invectiver, bien sûr, tous les parents africains parce que je sais que certains n'utilisent pas le châtiment corporel ou l'utilisent que très peu. Moi, étant un exemple de cela, j'ai de la chance. Mais je suis obligée de penser, depuis l'avènement donc des réseaux sociaux, les commentaires qu'on a entendus. Donc, quand il s'agit de châtiment corporel, nous, les enfants d'Africains, donc les Noirs occidentaux d'origine africaine, mais nous bagatellisons ça, c'est-à-dire que voilà, on est presque, voilà, on sait que c'est monnaie courante, on sait que c'est presque pratiquement une coutume. Si on s'est fait taper, voilà, à la rigueur, on doit dire merci à nos parents parce qu'on a marché droit. Marché droit, d'accord, mais à quel prix? Donc vous pensez pas tous, venez pas s'il vous plaît me mélanger, que parce que on a été tapé, c'est pour ça qu'on est arrivé là où on est arrivé, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'exprimer envers les enfants pour qu'ils écoutent, pour qu'ils respectent les règles. Et donc, quand j'écoute l'expérience de cette femme-là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête et j'aimerais donc partager avec vous les 4 styles parentaux qu'on retrouve en tout cas dans la littérature psychologique. Et vous allez deviner rapidement où se trouve, si on doit un petit peu catégoriser, on saura tout de suite où l'on trouve, en règle générale, le style parental africain. Et ensuite, on essaiera de réfléchir aux répercussions, donc les répercussions qu'ont ce style parental sur ces enfants-là qui grandissent et qui sont censés fonctionner dans la société, donc en ayant des relations professionnelles, des relations amicales, des relations amoureuses. Et on essaiera de voir aussi comment on peut faire pour que les parents d'aujourd'hui ou les parents de demain puissent quelque peu changer, travailler sur leur style parental et d'essayer de ne pas répéter le même style parental. Parce qu'effectivement, oui, ayant l'âge que j'ai des personnes qui ont donc vécu le châtiment corporel et qui ont utilisé donc ce châtiment-là envers leurs enfants. Vous savez que je suis une personne assez ouverte, c'est-à-dire que je ne pense pas que je suis meilleure que qui que ce soit. Moi aussi, je suis maman, depuis quelque temps, et j'ai aussi eu recours au châtiment corporel. Et j'ai posé la question à mes enfants ce week-end, pour être vraiment la plus ouverte possible lors de de cette vidéo, de ce podcast. Et pour savoir si j'ai laissé aussi des traces à mes enfants, parce que je suis toujours en travail, comme je vous dis, et je suis en travail aussi avec mes enfants pour être et devenir toujours une meilleure version de parents. Heureusement, c'était souvent, les traces qui restent pour mes enfants, c'était souvent à l'adolescence. Donc à l'adolescence, un cycle de vie qui est compliqué pour l'enfant et le parent. Et j'ai des garçons. Donc il y a toujours eu une période de réadaptation parentale. Et donc le plus grand se rappelait de 2 fois, mais même pas tant le plus grand, mais ses petits frères qui se rappelaient que je l'ai déjà cavalé dans la maison pour le saisir, on va dire, parce qu'il m'avait parlé, il m'avait manqué de respect, donc verbalement, à 14 ans. Le deuxième se rappelle simplement que oui, que je l'ai déjà giflé, mais il se rappelle même plus de quoi. Le troisième, alors lui c'est le plus chanceux, il va dire que maman tu me tapes tout le temps. Parce que c'est le seul que je tape en blaguant. Donc à chaque fois que je l'attaque, on est en train de blaguer. Donc lui, il va carrément dire que maman, tu me tapes tout le temps. Vous illustrer un peu le truc, moi j'ai toujours dit à mes enfants qu'il est hors de question que je les vois marcher avec un baggy
hein, qui tombent là. Vous voyez les baggy, les jeunes qui descendent leur baggy là et puis on voit leurs caleçons. Donc moi, j'ai toujours dit à mes enfants que si je les trouve en rue comme ça, je leur descends une fois leurs pantalons. Et en fait, mon dernier, il aime bien me provoquer en descendant son pantalon un petit peu à la maison. Donc je passe mon temps à le courser pour lui. Soit pour le taper, soit pour lui descendre le pantalon. Et je leur demande, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'était passé? Est-ce que vous pensez que vous avez mérité? Est-ce que vous avez été choqué? Est-ce que ceci, vraiment, il ne reste pas de traces, en tout cas traumatisantes, où il se disait que, mais pourquoi maman me fait souffrir? Donc, je suis rassurée. Voilà. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Voilà. Mais donc c'est pour dire que il peut rester des traces, il peut rester des traumatismes, et donc de faire si on peut modifier, réparer les choses, n'hésitez pas. On peut faire des erreurs en tant que parent, mais c'est très important d'essayer de réparer. Et ça, c'est toujours quelque chose que je tends à faire avec mes enfants. Ils savent que ils peuvent s'exprimer sur mes manquements. Alors, pas n'importe quel moment, mais ils savent qu'on peut discuter. Alors, il existe 4 styles parentaux répertoriés dans la littérature psychologique. Alors, il y a 2 curseurs à prendre en compte. Donc, l'affection et la chaleur et l'exigence et la rigueur. Ok ? C'est-à-dire que dans certains styles parentaux, on retrouvera des parents avec très peu d'affection, très peu d'écoute, très peu de chaleur envers leurs enfants, hein. Mais au contraire, par exemple, ils seront peu exigeants, peu stricts, il y aura pas beaucoup de règles. Ou il y a des parents qui ont beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur et beaucoup d'affection. Ça dépend vraiment des styles parentaux. Donc, nous avons le style permissif, le style négligé ou désengagé, le style coopératif, démocratique ou autoritatif, et le style autoritaire. Donc, pour les parents qui ont un style permissif, ici, on trouvera des parents qui sont à l'écoute des besoins de l'enfant, qui sont bien à l'écoute des besoins de l'enfant, mais, par contre, qui ont du mal à mettre en place des règles claires qui structurent l'enfant. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exigences. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de contraintes pour l'enfant. Et donc, ce sont des parents qui sont plutôt, qui évitent plutôt la confrontation et les sanctions. Donc, ce sont des enfants qui se sentent vraiment aimés par leurs parents. Par contre, qui peuvent faire preuve d'immaturité, donc en grandissant, parce qu'ils ont du mal à respecter certaines règles, puisque ils n'ont pas eu l'habitude d'entendre la négation. Donc les enfants sont assez libres dans leurs mouvements. Les parents sont super tolérants. Je veux dire, l'enfant a droit à l'erreur, donc ça c'est génial. Mais par contre, il y a pas de règles, et les règles structure l'enfant. Donc, l'enfant peut se sentir dans un certain inconfort, dans une certaine insécurité, parce que il n'est pas assez structuré. Donc, il n'y a pas de limite claire pour l'enfant. Donc, les parents qui se retrouvent donc dans ce style parental permissif sont les parents parfois qui évitent la confrontation et les sanctions. Donc, ils sont plus sur un style je suis ton ami plutôt que j'ai une certaine il y a une certaine hiérarchie, donc je suis l'autorité dans la hiérarchie. Donc je suppose que, quand on pense aux parents africains types, on le mettrait pas dans cette catégorie, n'est-ce pas? Ensuite, on a le parent négligent ou désengagé. Donc le parent négligent, c'est celui vraiment qui s'en fiche de ce qui se passe. Les enfants font ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'exigence. Donc c'est souvent les parents qui sont soit dépassés par les événements, par rapport au type de vie qu'ils mènent, peut-être qu'ils sont malades,
Donc voilà quoi, ça peut être des parents dépressifs, ça peut être des parents voilà qui travaillent beaucoup, qui travaillent dur, et puis quand ils rentrent ils sont fatigués, ils n'ont pas l'énergie de prendre leurs responsabilités éducatives d'enfant. Donc ça c'est voilà c'est possible. Hein, voilà, on se demande même pas comment l'enfant fonctionne. Ils sont pas intéressés, ils n'ont pas l'énergie. Bien sûr, ce style parental donne des résultats les plus négatifs. Quand vous pensez aux parents africains, est-ce que vous les mettez dans cette catégorie? Je ne pense pas. Bien sûr, pour certains, oui, ils ont vécu avec ce genre de parents. Ok, mais si on veut catégoriser et penser à l'image des parents africains, on les mettrait pas tout de suite dans cette catégorie. Ensuite, on a le type parental qu'on appelle coopératif, démocratique ou autoritatif. Les parents que l'on retrouve dans ce style démocratique, coopératif ou autoritatif, donc sont à l'écoute des émotions des enfants. Hein. Il y a de la chaleur, il y a de l'affection envers leurs enfants. Et ils sont à l'écoute aussi des besoins de l'enfant. Par contre, il y a des règles claires et le respect des règles est important. Mais les choses se négocient avec l'enfant. Donc franchement, moi, je n'aime pas le terme démocratique, moi personnellement, parce que clairement, j'ai déjà dit à mes enfants, à la maison, c'est pas la démocratie. Donc on peut discuter. Voilà, ils peuvent participer, ils peuvent s'exprimer, mais la décision finale n'est pas votée quelque part. Donc on n'est pas en démocratie. Mais bon, bref, je préfère le terme autoritatif que les francophones n'utilisent pas spécialement, mais les anglophones, oui. Ok. Donc dans ce style parental, les exigences sont élevées, ok, et il y a quand même le critère d'affection. Le critère d'affection ou le critère de chaleur, le critère chaleureux, ok. Donc, lorsque le parent établit des règles, les règles sont discutées dans le sens où elles sont expliquées à l'enfant, elles sont claires, elles sont établies avec l'enfant, et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais avec mes enfants, quoi. J'établis les règles avec eux, on se met d'accord. Après, ils me connaissent, donc ils savent qu'ils doivent élever un certain niveau. Mais ou sinon, on peut discuter, établir les règles ensemble. Si les règles ne sont pas assez structurées pour moi, alors on va s'entendre. Mais c'est moi qui prends la dernière décision, moi et mon époux, bien sûr. Donc, c'est vrai que à la maison, je suis celle qui est la plus, on va dire, si on doit mettre un curseur, je suis celle qui fait le plus autorité à la maison. Donc, moi qui ai été élevée, on va dire, dans une dynamique quand même un peu plus coopérative, un peu plus autoritative, c'est là où je me retrouve. Hein? Mais c'est vrai, je dois reconnaître que mes enfants me disent que j'ai une tendance autoritaire. Et quand je parle, je suis même pas d'accord avec eux, mais je considère qu'effectivement j'ai un ton autoritaire quand ils ont désobéi. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas autoritaire. J'ai un ton autoritaire, c'est vrai. Ça, et il faut savoir que mon mari, lui, il vient d'une famille où les parents étaient un peu plus dans le style permissif. Donc, il y avait un peu d'autorité, mais les parents étaient bien plus permissifs. Et donc, ça se retrouve aussi dans notre dynamique où mon mari, il est bien plus permissif que moi. Donc, ça fait un petit peu peut-être... ça s'équilibre un peu, on va dire, entre lui qui est permissif et moi qui suis un peu plus autoritaire. Donc lui un peu plus permissif et moi un peu plus autoritaire. Mais donc, dans un style coopératif, démocratique ou autoritatif, la communication est ouverte, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire que les parents parlent, les enfants parlent aussi, donc il y a échange en communication. Il y a une certaine flexibilité dans les règles aussi, hein, sachant que on peut être un peu plus flexible lorsque l'enfant fait preuve d'autonomie. On peut ouvrir un peu plus la structure parce que l'enfant a montré
qu'on peut lui faire confiance, enfin voilà. Donc on soutient aussi bien sûr l'autonomie de l'enfant. Plus il grandit, moins il y a de structure puisqu'il doit à un moment donné partir du nid familial, ok? Alors je pense que ici on peut retrouver un peu plus de parents africains à ce niveau-là. Alors ça c'est bien sûr que je suis biaisée en tant que africaine d'origine, ok? Moi, mon père, il est plutôt à ce niveau-là. Alors, voilà. Mon père il est super pédagogue, c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment communiquer. Donc la communication bidirectionnelle, on a l'impression qu'il nous prend au sérieux en tant qu'enfant quand on discute avec lui. Donc ça a toujours été comme ça. Bon, encore une fois, malheureusement, mon père était pas tout le temps là. Mais quand il était là, c'était génial. Pour le dernier style parental, c'est le style autoritaire. Donc ici, très peu de chaleur, très peu d'affection, mais les exigences sont élevées. On attend à ce que l'enfant écoute, on attend à ce que l'enfant s'aligne. Ok, les règles sont strictes, il n'y a pas de négociation. Elles sont fermes, rigides, elles sont fermées. On doit obtempérer. Donc on s'imagine bien, voilà, le niveau un peu militaire. Si on déroge aux règles, les punitions et les sanctions sont dures et parfois disproportionnées. Est-ce que, voilà, lorsqu'on connaît, entre guillemets, la culture, les personnes venant de familles d'origine africaine, est-ce que vous pensez que si on devait effectuer une image, un stéréotype des parents africains, qui serait plutôt autoritaire, qui serait plutôt permissif, qui serait plutôt autoritatif ou coopératif, ou qui serait plutôt négligent ou désengagé? Moi, personnellement, c'est là que je les vois. Je vois l'image des parents d'origine africaine comme autoritaires. Et attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont autoritaires sur des choses importantes en plus. On a juste l'impression qu'il s'agit de les obéir. Et si on désobéit, c'est comme un affront. Vous voyez, un manque de respect. Leur ego est blessé et il faut qu'ils y remédient rapidement. Donc quand on désobéit, c'est comme si on se mettait à leur niveau. À chaque fois, ils se sentent mais vraiment provoqués au plus profond d'eux-mêmes. Donc on a vraiment l'impression que c'est le maître et son esclave. Et donc voilà, parfois moi je suis choquée d'entendre certaines histoires. Je suis vraiment choquée d'entendre certaines histoires. Il y a des personnes qui ont vécu avec des parents autoritaires, voire maltraitants. Franchement, ouvrons cette porte-là. Je sais qu'on a du mal dans nos communautés entre guillemets africaines ou afrodescendantes à parler de maltraitance, mais les répercussions sont lourdes. Les répercussions sont lourdes. Lorsque les enfants grandissent dans un contexte où les parents ont été surtout dans un style autoritaire, les enfants n'ont pas confiance en leurs parents. Ils n'ont pas confiance en leurs parents. Ils n'ont pas confiance en eux puisqu'ils n'ont pas reçu de chaleur, ils n'ont pas reçu d'affection, donc ils ne pensent pas être aimés ou ils font l'amalgame entre l'obéissance et l'amour. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes-là? Ils vont recopier le même type de dynamique dans leur relation d'adultes. Et comme ils n'ont pas appris à donner leur avis ne comptait pas. Ils n'ont pas appris à prendre position, et à entendre que leur avis compte, ok? Qu'est-ce qu'ils font? Professionnellement, ils ne savent pas faire preuve d'assertivité, ils ont peur du conflit, ils ne veulent pas déranger, ne veulent pas désobéir, ils manquent de confiance, ils manquent d'affirmation de soi, et ils ont peur de prendre des décisions parce qu'ils se sentent incompétents, ils se sentent incapables, parce que les parents ne leur ont pas appris à se sentir rassurés, à se sentir vus et entendus, et à se sentir aimés et acceptés en tant que personne. Même chose
Dans les relations amicales, même chose. Ils restent invisibles, effacés. Ils ont du mal à faire la différence entre connaissances, collègues, amis. Ils savent pas comment faire. Donc, soit ils en disent trop, soit ils en disent pas assez. Et du coup, les personnes ne les connaissent pas et ne comprennent pas leur manière d'agir et se distancient. Vous voyez? Ces personnes-là aussi, en tant adultes, se sentent vite jugées, se sentent vite également rejetées, et ils ne savent pas sur qui compter. Ils n'ont même pas pu compter sur leurs parents. Ils pensent qu'ils peuvent compter sur qui? Même chose dans les relations intimes. Ils pensent que pour être aimé, il faut obéir au doigt et à la lettre. Ils risquent de tomber sur des personnes mal intentionnées, des personnes abusives. Ils ne savent pas faire la part des choses, ils ne savent pas donc mettre en place des limites pour se protéger, pour protéger les relations. Ils ne reconnaissent pas les limites des autres. Tout ça, c'est problématique. Dans nos cultures africaines ou afrodescendantes où on ne prend pas spécialement au sérieux le bien-être mental, donc et la santé mentale, à partir du moment où la personne est fonctionnelle pour aller travailler, on a l'impression qu'elle est arrivée. Mais c'est pas tout, hein. Donc certains enfants, certaines femmes donc grandissent avec des parents qui ont été super autoritaires et n'ont transmis aucune chaleur, n'ont pas transmis donc la possibilité à l'enfant de se sentir en sécurité avec ses parents. Il y a plein d'informations qui se perdent. Les parents ne sont pas au courant des besoins de l'enfant parce que l'enfant ne sait pas s'il peut s'ouvrir, ne sait pas si c'est dangereux ou safe ou sécurisant de s'ouvrir auprès de son parent. Et donc, il garde plein de questionnements pour lui-même. Les parents, ils n'ont pas que ça à faire que d'écouter les besoins de l'enfant, hein, puisque l'enfant, voilà quoi, il est là comme un bien matériel et puis il doit juste obtempérer. Et donc, ces enfants, quand ils grandissent, ils essayent de se débrouiller tant bien que mal avec les manquements affectifs qu'ils essayent de remplir comme ils peuvent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont, par confusion donc entre l'obéissance, entre le contrôle et l'amour, elles vont se retrouver dans des relations dépendantes, se retrouver dans des relations abusives. Donc, c'est-à-dire que le terrain est propice pour elles, donc je parle surtout des femmes, le terrain est propice pour elles que de se trouver ou tomber dans des relations dysfonctionnelles. Et ensuite, c'est des mamans, c'est des parents qui vont se demander pourquoi ça fonctionne pas pour mes enfants. Alors que quelque part, ces parents sont responsables du mal qu'ils ont commis à l'enfant. Mais comme ces parents, comme la maman de cette fille-là, ils ne sont même pas prêts au travail, ils sont complètement déconnectés de leurs responsabilités qu'ils avaient en tant que parents. Et sachant que le style parental a un lien avec le type d'attachement, donc je vous avais déjà parlé des attachements, hein, anxieux évitants, pour les attachements dysfonctionnels ou désorganisés, c'est-à-dire un peu des deux, ils risquent eux-mêmes de reproduire un type parental qui ne sera pas propice au développement de l'enfant. Et puis, c'est un cercle vicieux qui se répète de manière générationnelle. Et donc, certaines personnes qui ont grandi avec un parent autoritaire, avec un ou deux parents autoritaires, voire maltraitants, voilà. Parfois, ces personnes ont des difficultés à contrôler leur colère. Et donc, une fois que eux-mêmes, ils ont leurs propres enfants, je vous dis même pas à l'adolescence. Je vous dis même pas à l'adolescence. Quand l'enfant se révolte, hein, quand l'enfant a son propre avis, quand l'enfant pense que lui-même, il a le droit de s'exprimer, hein, qu'il est sa propre personne,
Et quand il y a besoin de se réadapter à ce nouvel enfant au cours de l'adolescence, le parent a du mal à contrôler sa colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peut se mettre à maltraiter son enfant. À part s'il a bien travaillé son enfant de manière autoritaire depuis son plus jeune âge et que cet enfant-là ne se révolte pas. On est toujours dans ce même cercle vicieux. Donc c'est pas toutes les personnes qui ont grandi dans un contexte avec des parents donc ayant un style autoritaire qui deviennent complètement paumés. Hein. Il y a plus de probabilité que ces enfants-là aient ce type de difficulté, ok? Alors attention, maintenant qu'on a fait le procès des parents qui sont plutôt du style autoritaire, il faut quand même prendre en compte parfois le caractère de l'enfant, mais également le contexte. C'est-à-dire que si on élève son enfant dans un contexte insécuritaire, peut-être qu'on sera beaucoup plus autoritaire parce qu'on s'inquiète vraiment du bien-être de l'enfant. Et quand on sera dans des contextes un peu plus sécurisants, alors là, on pourra passer vers un autre style parental. Donc attention, parfois, on a besoin d'être dans un style un peu plus autoritaire, dépendant du contexte. Ok? Parce que bien évidemment, quand l'enfant est tout petit, il y a des bénéfices à être dans ce style autoritaire. Puisque là, l'enfant ne connaît pas les conséquences, ne connaît pas les dangers, et parfois c'est enlève ta main de là pour voilà, il n'y a pas le temps d'expliquer ou quoi, et puis on a envie enlève vite ta main de là, point. Et plus l'enfant a compris certaines choses, plus on peut commencer à ouvrir l'autonomie. On peut alors devenir de plus en plus flexible dans nos règles tout en les expliquant à chaque fois. Et en prenant la décision, même si l'explication ne suffit pas à l'enfant, parce qu'on reste responsable de l'enfant jusqu'à sa majorité. Quand on a des parents donc coopératifs ou autoritatifs, on peut voilà, réfléchir sur nos erreurs. Donc on a le droit de faire des erreurs, on apprend aussi de nos erreurs. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de nos erreurs pour ne pas réitérer ces erreurs-là? Et comment vos enfants auront envie de venir discuter avec vous, de venir voilà, échanger avec vous et partager avec vous s'ils ne vous font pas confiance? Parce que vous perdez la confiance de vos enfants quand vous les traitez injustement, quand vous les traitez de manière dure, quand vous les traitez avec peu d'affection, avec peu de chaleur et qu'ils ne se sentent pas aimés. Est-ce que c'est le genre de relation que vous avez envie d'avoir avec vos enfants? Comment on peut faire pour tendre, bien sûr, si vous avez compris, puisque on va dire que le style parental qui donne le meilleur résultat est le style parental donc coopératif, démocratique. J'aime pas du tout ce terme, mais c'est moi. Pardon. Ou autoritatif, c'est celui qui donne le meilleur résultat. Comment on fait pour tendre plus vers ce style-là? Ben, encore une fois, c'est d'autoriser la communication bidirectionnelle, autoriser que l'enfant fasse des erreurs et qu'il puisse réfléchir sur ses erreurs et qu'il comprenne pourquoi aujourd'hui vous prenez telle mesure. Une mesure que vous pouvez aussi, voilà, encore une fois, discuter avec lui, mais ensuite rester ferme sur votre décision parce que vous considérez que c'est la meilleure solution pour vous et que vous avez expliqué cette solution-là. Faire preuve de flexibilité quand vous considérez que l'enfant a compris certaines choses, que l'enfant a grandi, mais surtout quand même quand il y a sanction parce que l'enfant n'a pas respecté une règle claire. Même la sanction peut être donnée de manière à ce que l'enfant tire une leçon, mais également peut être faite dans un contexte chaleureux et affectueux. Mais il y a toujours manière à travailler si vous voulez maintenir des liens solides avec vos enfants et la génération d'après. On apprend toute notre vie, ça c'est la bonne nouvelle. Donc tâchons de réparer à chaque fois. On a fait des erreurs,
Réparons pour que ça se répare, le cercle vicieux s'arrête pour la génération d'après. Voilà, j'espère que j'ai été complète, j'espère que je peux aller dans tous les sens. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast, de cette vidéo. Et faites-moi part de vos expériences. Je sais qu'il y a de quoi. Et on se capte à la prochaine. Peace.